Bonsoir à tous. On inaugure aujourd'hui deux premières, je dirais. La première, c'est le fait que nous participons pour la première fois à la Nuit Blanche. La Fondation Henri Cartier-Bresson participe cette année pour la première fois à la Nuit Blanche, donc on en est très, très heureux. Et puis c'est aussi la première d'un nouveau cycle de la Fondation Henri Cartier-Bresson qui s'appelle le feuilletage et qui consiste à accueillir tous les 2 ou 3 mois, on va faire ça à peu près 6 fois par an, d'accueillir un photographe qui va venir présenter un nouvel ouvrage, un livre récemment publié. Et nous sommes ravis ce soir d'accueillir Vasantha Yogananthan, qui est le lauréat de la bourse Immersion que nous faisons en partenariat avec la fondation d'entreprise Hermès, et qui a réalisé un magnifique projet sur la Nouvelle-Orléans que vous avez probablement vu dans l'espace d'à côté. Alors, l'idée de cette soirée, en fait, c'est le feuilletage. Qu'est-ce que c'est, en fait? C'est vraiment cette idée qu'un photographe vient décrire un livre, vient raconter un petit peu comment il a réalisé son livre, quelle est la séquence, pourquoi il a choisi tel papier plutôt que tel autre, les choix pour la couverture, etc. etc. Vous voyez qu'on a créé un dispositif, une espèce de machine qui ressemble à une sorte de théâtre d'ombre chinoise derrière lequel le montreur d'ombre va expliquer son livre, ou le montreur de lumière va faire surgir des petites lumières. Et je crois que c'est... le dispositif en lui-même, vous le voyez, est assez présent et il fait partie je dirais, de l'aventure. En fait, quand on a commencé à réfléchir à ce projet, il y a eu, je dirais, 3 inspirations. Il y a 3 choses qui ont été déterminantes dans ce projet. La première, je dirais que c'est peut-être le film de Raymond Depardon qui s'appelle Les années déclic, qui est un film qui avait été réalisé pour Arles, pour les rencontres d'Arles il y a quelques années, où Raymond Depardon est derrière une sorte de bande montage et décrit des images qui passent diapo après diapo. On entend le clic du passage de l'image et il y a un éclairage qui est là, qui participe de l'ambiance de cette série d'images. Et Raymond Depardon a une parole qui est différente de s'il était en face d'un public, différente de s'il était devant une caméra, et qui est créée par l'atmosphère lui-même. L'autre inspiration importante, ça a été la série de Contact, sur une idée de William Klein, où il s'agissait en fait de décrire des photos en regardant des planches contact, de décrire la séquence elle-même. Et peut-être, je dirais, la troisième inspiration plus récente, c'est celle des vidéos YouTube de Alexos. Je ne sais pas si vous suivez ces vidéos sur Internet, c'est absolument passionnant. Alexos a construit une sorte de table de montage, un peu comme celle-ci, et il parle de livres de photographie. Et je dirais que ces 3 idées nous ont vraiment inspirés pour faire en sorte qu'on crée le dispositif que vous voyez ce soir, qui est particulier, qui produit une lumière particulière. Et l'idée, c'est vraiment que le dispositif lui-même fait naître une parole. Et c'est donc l'enjeu de ce soir, de cette rencontre avec Vasantha, qui va nous parler de ses choix autour de ce livre-là. Avant de lui céder la parole, je voudrais ajouter une petite anecdote personnelle et qui peut-être explique la raison pour laquelle j'avais vraiment à cœur de lancer ce nouveau programme. Il y a quelques années, dans une librairie à New York, je suis tombé sur un livre que j'ai lentement feuilleté en le regardant, en me disant tiens, est-ce que celui-là je l'achète ou pas, et je l'ai regardé, je l'ai feuilleté 2 fois. Et puis je me suis dit non, celui-là il n'est pas pour moi. Et puis j'avais un petit doute. Je me disais il est quand même pas mal. Et puis voilà. Et puis finalement je l'ai reposé sur la pile. Et je suis rentré chez moi. Et puis j'ai googlisé le nom du photographe. Et je suis tombé sur une vidéo du photographe qui faisait ce qu'on va faire, l'exercice qu'on va faire ce soir, qui feuilletait son livre. Et là, en fait, d'avoir la voix du photographe, d'avoir j'allais dire l'explication de texte, mais c'est pas une explication de texte, c'est une explication de photobook d'une certaine manière.
Eh bien, en fait, ça a complètement changé ma perception de livre et je suis retourné en courant acheter le livre. Voilà. Et donc ça parle, je dirais, de l'importance de cet écosystème qu'il y a aujourd'hui autour du livre et qui est permis par l'Internet. Il y a 20 ans, vous n'aviez pas accès à la parole du photographe sur son livre, sauf quand il faisait une signature ou une présentation, mais c'était quand même assez rare. Et aujourd'hui, c'est un phénomène qui est extrêmement important. Les livres photos existent aussi parce qu'il y a cet écosystème numérique autour d'eux. Et il nous a semblé extrêmement important à la Fondation Henri Cartier-Bresson de s'inscrire aussi dans ce nouveau moment où les livres de photographie jouent un rôle extrêmement important je dirais dans le monde de la photographie et où aussi le numérique joue un rôle très important. Et donc l'enjeu, c'est d'avoir effectivement une présentation publique ce soir avec Vasinta qui présente son livre, mais aussi de diffuser ensuite ces feuilletages sur le site de la Fondation et de créer comme ça, pour l'histoire, une sorte de répertoire de ces présentations de livres qui, je pense, joue un rôle aujourd'hui extrêmement important dans la réception qu'on a de la photographie. Donc c'est un petit peu tous ces enjeux qui font qu'on est réunis ce soir. Je voudrais remercier la Fondation d'entreprise Hermès, sans laquelle ce projet n'existerait pas. On est vraiment heureux de présenter cette exposition de Vasinta, le livre qui découle de ce projet est vraiment un livre extraordinaire. Je voudrais aussi remercier la maison d'édition Chose Commune et notamment Cécile Poinbeuf-Kozami qui malheureusement n'est pas avec nous ce soir mais qui a beaucoup œuvré avec Vasinta sur ce livre. Et puis je voudrais remercier Agnès Cyr qui a lancé ce projet avec Vasinta, qui était dans le cadre de ce projet, le mentor de Vasinta, et qui a accompagné toute la première partie de cette aventure. Et puis également toute l'équipe de la Fondation, et en particulier Pierre Léra, qui a travaillé vraiment intensément, je dirais, ces dernières semaines pour faire en sorte que ce dispositif nous permette de feuilleter le livre. Voilà, un grand merci de votre présence et donc je vais lancer la conversation et donc Vasinta, je te passe la parole, je réinterviendrai peut-être à quelques occasions. Merci Clément, merci à tous d'être venus si nombreux ce soir. Ça va être une grande improvisation, on n'a pas répété. Je voulais commencer à vous parler en fait tout simplement de la couverture. La couverture, c'est la première question qu'on se pose en tant que photographe, en tant qu'éditeur. Le designer qui travaille avec nous aussi, c'est toujours la première question sur la table, c'est quelle va être la couverture de ce livre, parce qu'on est tous conscients qu'en librairie, c'est la couverture, et à 100% la couverture qui vous fait ouvrir un livre, qui vous donne l'envie d'ouvrir un livre. Pour Mystery Street, la question, comme c'est un travail de portrait principalement, la première question c'était est-ce qu'il est nécessaire finalement d'avoir une présence humaine sur la couverture ou non? A priori, on aurait pu penser que oui. Et finalement, en regardant toutes ces images de portraits qui composent la série, on s'est tous dit, l'éditeur, le graphic designer et moi-même, pourquoi un enfant plutôt qu'un autre sur la couverture. Et le titre Mystery Street nous a aussi, je dirais, guidés dans le choix de l'image, c'est-à-dire comment on pouvait véhiculer une atmosphère, choisir une couverture qui finalement serait plus interrogative, serait plus là pour faire passer un feeling, un sentiment, une atmosphère, sans trop révéler ce que le lecteur allait pouvoir voir dans le livre. On a choisi cette image de fleurs devant une portière de voiture parce que justement pour moi elle parle de beaucoup de choses que j'ai vécues à la Nouvelle-Orléans. Elle parle de la rue, mais pas directement. On devine qu'on est dans la rue parce que si on regarde attentivement, on voit la portière de voiture en haut à droite, on voit les reflets bleus
du ciel sur le noir de la voiture, et dans le même temps, on voit un élément naturel, organique, qui est très présent quand vous vous baladez dans les rues de la Nouvelle-Orléans. C'est vraiment une ville exceptionnelle où à la fois la nature est très présente et pourtant c'est aussi une ville très minérale avec beaucoup de bitume très dur à l'américaine où vous marchez pas, tous les gens sont en voiture, enfin vraiment une expérience américaine, quoi. Il y a pas de gens qui marchent dans la rue. Moi, en tant que photographe qui marchait dans la rue, souvent les gens m'arrêtaient, ils ne comprenaient pas pourquoi je marchais dans la rue. Encore plus avec le gros trépied et tout le matériel. Quand on a choisi cette image, ensuite, c'est très vite posé la question du titre, Mystery Street. Est-ce qu'on le place sur la couverture? Est-ce qu'il arrive uniquement sur le dos du livre? On a fait plusieurs essais et ici aussi, on s'est dit que avoir le titre finalement simplement sur le dos amènerait un peu plus de mystère et de laisser cette image vivre. Quand on ouvre le livre, il y a ce rabat en fait qui présente encore une fois la vue de cette même voiture. On pourrait se demander si on a fait un zoom dans la photographie pour le rabat. Et en fait, c'est une autre photographie de la même scène où moi je me suis déplacé. Donc en fait, on voit la même scène sous un angle différent, en quelque sorte. Et c'est assez important parce que ça introduit un concept qui va se répéter dans le livre, c'est-à-dire que dans le livre, souvent on voit des enfants, non pas en image unique, mais il y a des séquences d'images. Donc on voit le même enfant à quelques secondes d'intervalle, par exemple, qui va parler avec un ami, qui va poser la main sur l'épaule d'un ami. Il y a des choses qui se passent qui sont vraiment séquentielles dans le livre. Donc en fait, la couverture donne un indice en fait à cela. Et Mystery Street, le livre, il a aussi la particularité d'avoir une seconde couverture qui est cachée en quelque sorte sous le rabat et qui là introduit l'élément humain, non pas en se centrant sur un visage, mais en se centrant sur cette main qui repose sur une autre main, qui est une photographie finalement qui parle de communauté, qui parle plus du lien qui se tisse entre les enfants que d'un enfant en particulier. Et je pense que le travail, c'est un travail de portrait, mais ce qui se passe finalement, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'est-ce qui se passe entre les enfants. Quelles sont leurs relations, quelles sont les émotions qui se jouent pendant ce temps de l'été où ils sont en quelque sorte livrés à eux-mêmes parce que l'école est terminée, parce que les parents laissent les enfants dehors parce que c'est le moment de l'année où on laisse les enfants être plus dehors ensemble. Et c'est quelque chose qui m'a guidé dans mon approche photographique tout au long du projet. Juste une question sur le noir et blanc de la couverture. La couverture intérieure. Donc le papier de la sous-couverture, alors je ne sais pas si on le voit vraiment, mais en tout cas quand vous aurez le livre entre les mains, vous vous en rendrez compte. C'est un très beau papier parce qu'il est ni beige ni gris. C'est des petits détails en tant qu'éditeur qui sont très importants. Donc il évoque encore une fois un peu ce côté bitume minéral de la Nouvelle-Orléans, mais comme il n'est pas complètement gris, il y a une chaleur dans ce papier qui ramène un côté humain, en fait, et plutôt que d'imprimer la photographie en couleur, on a voulu que cette photographie, elle soit comme absorbée, en fait, dans le papier, qu'elle soit comme une trame qui viendrait se poser à même le papier. C'est quoi? C'est une couverture invisible? C'est une seconde couverture? J'aime bien la penser comme une seconde couverture, personnellement. Ce qui est très important aussi quand on commence à penser à un livre, c'est la séquence d'introduction du livre. C'est toujours très complexe, peut-être probablement comme quand un cinéaste se demande quelles sont les premières images qui vont ouvrir un film, parce que vous placez le lecteur dans une situation où vous allez lui donner des indications sur ce qui va suivre, donc il faut à la fois le rassurer, il faut poser comme des bornes qui vont être comme un chemin sur lequel on va se déplacer tout au long du livre, tout en gardant évidemment
du mystère pour ce qui va se passer ensuite au fur et à mesure que l'on va tourner les pages. La photographie que je regarde en ce moment même de cet enfant qui semble soit regarder le soleil qui se reflète dans une flaque qui est pour moi une flaque noire de pétrole au figuré, même si évidemment il n'y a pas de pétrole dans cette flaque. On se demande s'il souffle, on se demande s'il regarde. Et elle semblait une introduction parfaite pour le livre parce qu'elle introduit très rapidement la présence, à la fois la présence humaine, je dirais, et l'environnement urbain dans lequel ces enfants grandissent. Chacun d'entre nous a grandi à la ville, en banlieue, à la campagne, et je pense que là où on grandit, ça participe à la construction de notre identité en tant qu'adulte. Et donc l'espace urbain dans Mystery Street, j'ai cherché à le faire apparaître, mais de manière très fragmentaire. Je pense que j'y reviendrai un peu plus tard. Il y a aussi une petite feuille, on se demande s'il regarde la lumière ou s'il regarde la feuille qui coule avec l'eau du caniveau, et on retrouve la feuille dans l'image suivante. Est-ce que ça, c'est des choses qui, pour toi, sont importantes, d'avoir des éléments qui se répètent ou qui courent de page en page? Alors, c'est venu de manière très organique parce qu'en fait, la manière dont j'ai travaillé avec les enfants, c'est que je ne voulais pas faire de mise en scène pour ce travail. Et pour réussir à faire des photographies qui aillent au-delà, je dirais, de l'illustration d'un jeu ou d'un moment qui serait finalement une photographie illustrative dans le mauvais sens du terme, donc c'est-à-dire qu'elle montrerait ce que vous êtes en train de voir mais qu'elle ne raconterait pas plus. Il était très important de passer de nombreuses heures avec les enfants. Donc par exemple, ce garçon avec qui ouvre le livre, on a passé toute une après-midi ensemble, et quand j'ai vu la centaine d'images qu'on a fait ensemble, il y a ces deux images qui ont tout de suite stand-up, je dirais en anglais, qui se sont imposées d'elles-mêmes, et notamment le rapport entre cette photographie où il regarde la feuille passer dans la flaque et cette photographie prise quelques minutes plus tard où on retrouve le grillage que l'on voit derrière. Sur la première photographie, ce grillage, il est tout flou finalement, il est comme un fond qui n'est pas très présent dans l'image. Alors que là, dans la seconde image, il participe vraiment formellement de la construction du cadre. Et donc ça introduit encore une fois cette idée de séquence qui va réapparaître tout au long du livre. Sur cette quatrième image, il y a quelque chose qui se passe que j'aime beaucoup si on est attentif et qu'on regarde un peu plus proche le livre. C'est que ce garçon, il mange des crawfish, donc les crevettes typiques de la Nouvelle-Orléans, et il en a plein les doigts, et c'est une manière de manger un peu sale qui plaît aux enfants en fin de journée. C'était assez important de la placer très tôt dans la séquence aussi. Le blanc tournant est important. Il y a un blanc qui est une marge blanche qui est différente en fonction des images. Comment tu as organisé comment s'est fait le choix de cette taille des images dans le livre? J'ai travaillé avec Lauren Kaiser, donc la designer du livre, et on s'est posé la question donc de ce qu'on appelle dans l'édition la grille en fait invisible d'une double page du livre. Et à l'intérieur de cette grille invisible, qui est régie par le nombre d'or, par plein de choses qui va faire que votre œil se balade agréablement sur les images et sur la page, s'est posé la question d'un placement des images qui serait flottant, dans le sens où les images, elles bougent en hauteur sur la page du livre, elles peuvent aussi se déplacer de gauche à droite, il peut y avoir des images qui ont des tailles très différentes, et ça nous a semblé s'imposer finalement assez naturellement, parce que ce qui s'est passé le temps de cet été avec ces enfants, pour moi, ça a été beaucoup d'apprentissage, d'accidents, de jeux, de chances, de choses qui n'étaient pas du tout prévues, et la forme du livre, elle doit, je pense, avant tout refléter le contenu des images. Donc par exemple, la mise en page,
avoir voulu trop cadrer les choses aurait voulu rigidifier ce temps de l'enfance qui n'est pas rigide, en fait. Cette image que j'aime beaucoup qui ouvre aussi l'exposition, on se demande un peu ce qui s'y passe. Pour la petite histoire, c'est un camion-citerne qui passe le long de la route et elle est prise très tôt le matin avec un long temps de pause qui donne ce flou de bouger. Et même si le travail n'est pas un documentaire sur ce qu'est la Nouvelle-Orléans, où est la Nouvelle-Orléans aujourd'hui, il y a quand même des images qui sont comme des marqueurs de notre temps, de notre époque. Et la Nouvelle-Orléans, comme je le racontais, est une ville construite pour la voiture, où tout le monde se déplace en voiture. Et tout autour de la Nouvelle-Orléans, on fore encore pour le pétrole. Et la Nouvelle-Orléans, pourtant, est la première ville américaine qui va disparaître sous la montée des eaux avec le changement climatique. Donc c'était assez étonnant pour moi de me rendre compte que dans la manière dont la population vit et traverse l'espace, il n'y a pas encore réellement une prise de conscience écologique profonde parce qu'il y a plein d'autres problèmes dans la ville qui passent avant cela. Cette photographie que j'aime également beaucoup, elle introduit quelque chose qui va revenir à de nombreuses reprises dans le livre, c'est la question à la fois de la distance que j'ai avec les enfants quand je les photographie, et peut-être encore plus que la distance, la question de la hauteur à laquelle je photographie. J'y ai pensé dernièrement, je me suis dit qu'on entend souvent parler, les photographes, de la distance au sujet, quand on parle du portrait par exemple. Mais peut-être un peu moins de la hauteur à laquelle on photographie son sujet. Pour moi, c'était très important de ne jamais être en plongée, donc de ne jamais regarder les enfants de haut, mais de toujours m'adapter à la manière dont eux se marchaient dans l'espace, jouaient, se mettaient par terre. Enfin, les enfants font plein de choses que les adultes ne font plus, notamment dans la relation intime que peuvent entretenir par exemple deux enfants qui sont proches, deux garçons qui sont amis. Comment parler de cette relation entre deux garçons sans faire un portrait qui serait un portrait frontal de ces deux garçons, mais peut-être plutôt un portrait que je qualifierais d'indirect en quelque sorte, peut-être un portrait qui parle de la relation entre ces deux enfants et plus que d'un enfant ou d'un autre enfant. Dans ces deux images, on voit aussi, je ne sais pas si vous avez noté, le mur de fond de ces deux images, en fait, il est similaire. On est aux abords du parc dans lequel je retrouvais ce groupe d'une quinzaine d'enfants tous les soirs. C'est assez important pour moi parce que c'était un espace finalement très limité qui faisait peut-être même pas la taille de la salle dans laquelle on est aujourd'hui tous ensemble. Et quand vous êtes photographe, il y a toujours cette notion du beau et comment le beau peut vous aider à construire des images qui vont faire que vous, le spectateur, vous allez vous arrêter devant l'image, parce que si l'image elle n'est pas belle, qu'elle est mal construite, qu'elle est mal composée, la réalité que la personne ne va pas s'arrêter devant l'image. Et ce qui m'a beaucoup plu dans l'expérience de la Nouvelle-Orléans, c'était l'idée de se circonscrire à des endroits finalement très limités. Donc là, par exemple, un banc et un mur derrière ce banc. Et selon les jours et la météo, ce mur, des fois, il était ensoleillé avec plein d'ombres et plein de reflets. Et certains jours, il était tout sombre et tout gris. Et donc c'est un endroit qui revient à de nombreuses reprises dans le livre. Est-ce que je vois dans ton feuilletage qu'il y a des pages entièrement blanches, recto et verso. Est-ce que ça détermine des parties dans le livre ou est-ce que c'est plus dans une séquence, un moment de respiration ? Je dirais que c'est plus des moments de respiration parce qu'il y a des images dans la série Mystery Street qui sont très denses. Donc quand je dis dense, c'est vraiment il y a beaucoup de profondeur dans l'image, il y a beaucoup de choses qui sont photographiées soit pendant l'heure bleue, donc après que le soleil se soit couché, soit au moment où le soleil se couche. Et en tant que photographe, vous avez un peu, si je peux résumer, deux options techniquement à ce moment-là.
soit vous surexposez la pellicule, par exemple, pour essayer de retrouver de l'information dans des zones d'ombre, ou alors vous acceptez vraiment le contraste entre les zones de lumière et les zones d'ombre, et c'est ce que j'ai souhaité faire pour la série Mystery Street, pour donner une ambiance assez onirique, je dirais, par moments dans certaines photographies, de volontairement laisser des choses plonger vers le noir et d'autres choses sont frappées par la lumière, en fait, tout simplement. Et donc le contraste à l'œil fait que ce qui est frappé par la lumière, comme le visage de ce garçon que vous pouvez voir dans un grand tirage dans l'exposition, c'est beaucoup plus marquant, par exemple. Ici aussi, on a une séquence qui commence dans ce tourniquet. Ce tourniquet se met à tourner et on voit ces enfants jouer ensemble. Et ensuite, on passe dans un autre endroit de la Nouvelle-Orléans, donc un quartier tout à fait différent. Et ça a été une des questions dans le livre, est-ce que je conservais une unité de lieu, parce que j'ai photographié aux quatre coins de la ville. Donc est-ce que les photographies étaient rassemblées par unité de lieu, ou est-ce que j'essayais en quelque sorte de créer des ponts invisibles pour des fois mélanger ces lieux entre eux et donc faire entrer en résonance des images et faire entrer en résonance des portraits d'enfants qui ne jouent finalement pas ensemble, qui ne se connaissent pas, mais qui dans le livre se mettent à dialoguer ensemble, comme cette petite fille sur la balançoire et ce garçon qui regarde vers le ciel. Il y a vraiment quelque chose qui se crée entre ces deux images, par exemple. Et qui est le même lieu ou pas, finalement? Et qui n'est pas du tout le même lieu. Donc tu as cassé l'unité de lieu dans le livre. Oui, je pense qu'à des moments, c'est la forme des images, en fait, qui nous a guidés pour penser des séquences qui seraient des séquences imaginaires, en quelque sorte. Enfin, qui seraient la recréation d'un nouvel espace qui est un espace fictionnel. Il y a beaucoup d'images dans le livre aussi qui fonctionnent également comme des respirations, qui sont des images de la ville. C'est poser la question, parce que j'ai fait énormément d'images pendant ces 3 mois de résidence, évidemment. Et j'avais beaucoup d'images où j'avais plus de recul sur les choses et sur la ville, donc des images que l'on pourrait qualifier dans un jargon photographique de plus topographique, qui vous aurait donné une vue d'ensemble ou qui vous aurait donné des marqueurs sur à quoi ressemble la Nouvelle-Orléans aujourd'hui en 2022. Et finalement, ces images, elles sont toutes sorties de la séquence et elles ont laissé place à des images qui sont des images de forme, en fait, qui sont des images qui ont des qualités plus abstraites et qui, encore une fois, sont des images d'atmosphère plus que des images qui montrent quelque chose. Sans visage, donc il n'y a pas de visage dans ces images, il y a des formes. C'est des images plus symboliques que les images avec des visages? Oui, je dirais que c'est des images plus symboliques et c'est des images qui ne sont pas gratuites non plus, parce qu'elles montrent encore une fois là où ces enfants grandissent et ce qu'ils voient tous les jours quand ils marchent, quand ils jouent, quand ils parlent. Et cette question de la hauteur, encore une fois, cette question de la hauteur d'enfant, je me suis posé la même question quand je photographiais des natures mortes. Donc il y a une très grande proximité à la chose qui est photographiée et bien souvent une hauteur à la chose qui est photographiée qui est pensée de la même manière. Mais concrètement, ça veut dire que quand tu photographies ces enfants, tu es régulièrement à genoux sur le sol ou accroupi? Tout à fait. J'avais très mal aux genoux. Pourtant, je n'ai que 38 ans, mais j'avais déjà mal aux genoux. Je me disais comment ils font pour rester autant de temps dans la journée comme ça. Ça, c'est une photographie qui est arrivée à la toute fin du séjour, qui était vraiment touchante parce que la bande de 15 garçons avec lesquels je me retrouvais, il y avait aussi plein d'autres enfants plus jeunes autour, il y avait des familles, et que ce soit les garçons, les filles, quand ils avaient, je dirais, un peu plus de 11 ans, 12 ans,
il prenait dans des familles, disons, élargies, où il y a beaucoup d'enfants, un rôle de second papa ou de seconde maman. Il s'occupait vraiment des petits de manière très touchante, et ça raconte aussi quelque chose, je dirais, de ces enfants qui, malheureusement, pour certains, grandissent trop vite parce que l'environnement économique, social, politique fait que certains de ces enfants n'ont pas le temps de grandir comme ils devraient grandir. Là, on entre dans un nouveau lieu qui est la cour, en fait, d'un summer camp, donc de l'équivalent en France, ça serait donc un camp d'été, quoi, une colonie de vacances. Sauf que c'était un camp donc, à l'intérieur de la Nouvelle-Orléans, donc les enfants ne dormaient pas là-bas, ils s'y rendaient le matin, ils y passaient la journée. Et de la même manière que le parc finalement était le parc dont je parlais en préambule était un espace très circonscrit, très petit, cette cour d'école, elle faisait la taille d'un terrain de basket. C'était un terrain de basket, la cour de l'école. Donc très petite aussi. Et dans cette cour, dans cette cour de l'école, ce qui était très frappant, c'est qu'il y avait toute une société qui se recréait. Il y avait un microcosme qui se recréait dans cette cour de l'école. Pourtant, il y avait des encadrants, évidemment, de la colonie de vacances qui surveillaient les enfants, etc. Mais cet espace, peut-être parce qu'il revenait dans ce même espace tous les matins et que cet espace, il était délimité de la rue, donc il était grillagé. Il était, en anglais, on dirait un safe space où les enfants, je pense, pouvaient être vraiment eux-mêmes et se libérer et donc se construire à la fois individuellement et encore une fois en relation à l'autre. Là, on tombe sur une photographie qui est pour moi assez centrale, je dirais, dans le projet, parce que ce qui était notamment étonnant dans cette cour de récréation, c'était de voir qu'alors que ces enfants avaient tous entre 8, 9, 10, 11 ans, la division entre filles et les garçons était déjà très marquée. Les garçons jouaient ensemble, les filles jouaient ensemble. Les garçons occupaient l'espace d'une manière assez tyrannique, c'est-à-dire que la cour de basket, peut-être, c'était 95% pour les garçons et 5% pour les filles. Mais à des moments, il y avait quand même des choses qui se passaient entre les garçons et les filles, et cette photographie parle de ça, mais d'un côté, pour moi, le regard de cette petite fille est aussi très inquisiteur. Donc on se demande ce qui se passe dans cette image. Je voudrais m'arrêter un instant sur cette image parce qu'elle me semble effectivement très représentative de ton travail. Moi, ce qui m'a frappé la première fois que j'ai vu cet ensemble d'images, c'était la place des verticales. Il y a beaucoup de verticales. Une majorité d'images sont des images verticales. Ce qui est assez étonnant, hein, qui correspond à une espèce de verticalité de l'humain. Et je crois que ça donne une tonalité à tes images. Et l'autre chose, c'était la question des obstructions. En fait, dans les images, il y a beaucoup de corps qui viennent remplir une partie du champ visuel et qui, pour moi, est la marque, en fait, du fait que tu es dans la danse avec les enfants. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose, tu es proche d'eux, tu es avec eux, tu n'es pas simplement un observateur extérieur au cercle, et tu es dedans, et c'est ça qui provoque ces effets d'épaule qui arrivent, ou de nuque, ou d'oreille qui rentrent dans l'image. Oui, pour répondre à la question de la verticalité, je pense que ça donne peut-être une monumentalité et une beauté aux choses qui est peut-être encore plus présente dans l'exposition, parce que dans l'exposition, on a pu jouer sur des tailles de tirage qui sont évidemment beaucoup plus grandes. Et sur la question du premier plan, par exemple, qui est très présent sur cette image, en fait, il a pour moi deux fonctions, je dirais. Sa fonction première, c'est qu'il vous place, vous, en tant que spectateur, dans la place du photographe. Quand vous regardez cette image, c'est comme si vous étiez en train de tenir l'appareil et que vous vous penchiez au-dessus de l'épaule du garçon pour essayer de capter l'expression
de cette petite fille. Et la deuxième fonction qui est tout aussi importante, et là je peux peut-être un peu parler de la peinture, parce que je pense que je regarde beaucoup plus de peinture que de photographie, que mon grand amour est la peinture, mais je ne suis pas peintre. Par exemple, dans cette image, le bleu du t-shirt du garçon, il est fondamental dans le rapport des couleurs. Si on enlève ce bleu et qu'il nous reste la bâche verte et le rose quasiment fuchsia, très fluo du t-shirt de la petite fille, on perd l'équilibre des choses en fait. Et c'était, je me rappelle, à chaque fois que j'arrivais tous les matins à 8h30 dans la cour de l'école, je retrouvais les mêmes enfants et tous les matins, je me disais, qu'est-ce qu'ils vont porter comme vêtements? J'espère qu'ils vont porter des bons vêtements. Parce que quand la petite fille, elle a une licorne sur le t-shirt, ça ne marche pas pour une photographie, par exemple. Donc il y avait toujours ce rapport des vêtements et du rapport entre les vêtements des enfants aussi, sans faire de stylisme, je ne faisais rien. Mais finalement, c'était une manière de jouer avec la palette de couleurs de l'espace et des corps. Là, on retrouve encore une fois un jeu de séquences entre cet enfant qui semble regarder quelque chose qui tombe, qui revient ici, qui est regardé par un autre de ses amis. Et il y a cette bâche verte que vous avez dû noter, qui revient vraiment du coup, qui est donc la bâche qui circonscrit l'espace de la cour et du terrain de basket. Et ce qui était très beau en fait, c'est que au fur et à mesure que la journée passait, que le soleil avançait, que la lumière déclinait, cette bâche, elle prenait des teintes qui pouvaient aller du jaune vert très doré, comme on voit sur l'image à gauche, à un vert avec un vert très sombre, plein de bleu. Et donc j'aime beaucoup comment cette bâche, en fait, elle donne au lecteur le sentiment que le soleil il est en train de tourner et que la journée elle est en train de passer. Est-ce qu'il y a une différence entre monter une séquence pour un livre et pour le mur ? Oui, tout à fait, parce qu'évidemment, quand vous êtes devant le mur, par exemple, si vous avez 3 images en face de vous, vous avez le choix de regarder les images individuellement ou de faire un pas de recul et de voir les 3 images ensemble, alors que dans le livre, vous tournez une page, et donc le moment où vous tournez cette page, cette photographie, elle est encore imprimée dans votre rétine et dans votre imaginaire et elle va dialoguer avec une autre photographie, mais il y a un moment de pause et de blanc pour l'imaginaire qui est assez important, je pense. Encore une photographie, je dirais, qui parle de la hauteur des choses et aussi de la manière peut-être dont les enfants regardent le monde avec une attention qu'on a souvent perdue, nous, en tant qu'adultes, que la moindre petite chose peut trouver une signification, finalement, que tout vaut le coup d'être regardé, peut-être, en quelque sorte. Ça, c'est aussi une image que j'aime beaucoup. Parce qu'elle ne montre rien de particulier. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est ce qu'elle m'évoque. Enfin, elle parle beaucoup de surface aussi, et la photographie, c'est la surface des choses, mais il y a aussi de la profondeur dans cette image. Cette image, on l'a incluse dans le livre parce que l'espace public de la Nouvelle-Orléans, il est très marqué par les fences en anglais, donc les barrières, qui sont aussi un élément historiquement très présent dans la photographie américaine. Tous les grands photographes ont fait leur photo de barrière, donc je voulais essayer de faire ma photo de barrière. Un hommage à Paul Strand. Mais oui, la photo de Paul Strand est une photographie très importante pour moi. Donc c'est un hommage à Paul Strand, je dirais. Ça, c'est Harlem, c'est l'enfant avec qui j'ai passé le plus de temps, je dirais. Forcément, quand vous passez 3 mois à photographier les mêmes personnes,
il y a un lien qui se crée avec ces personnes, il y a un lien qui est profond, humain, et il y avait des enfants, évidemment, même si tous les enfants, au bout d'un moment, étaient très réceptifs et très heureux que je sois là, je dirais, qu'on fasse des images ensemble. Il y avait quand même des enfants qui, par leur langage corporel ou parce qu'ils me renvoyaient, ou les choses passaient très rarement par les mots. Je parlais peu avec eux, mais Harlem, il me laissait venir très proche. Et c'était naturel entre nous. On le voit toujours sur la même table dont je parlais là au début, c'est toujours cette même table. Et là, on le voit parler à un de ses amis, donc c'est lui qui compose le premier plan. Et c'est aussi une séquence que j'aime beaucoup, ces deux images qui fonctionnent ensemble. Et c'est aussi, je dirais, ce que j'essayais de faire quand je parlais de portrait indirect et d'une image qui parle d'une relation entre deux êtres humains. Ça, c'est une photographie, j'aurais pas forcément pensé, mais qui marque beaucoup les gens dans l'exposition. On en a parlé avec Taous Damani, avec laquelle j'ai fait une longue conversation qui clôt le livre. Et quand on regardait les photographies ensemble, je me rappelle qu'on s'est arrêté sur cette photographie. Et moi, je me suis rendu compte, quand j'ai regardé toutes les planches contact de la Nouvelle-Orléans et peut-être les 2000 ou 3000 images que j'ai fait à la Nouvelle-Orléans, qu'il y avait énormément de photographies de mains et de mains qui se posaient sur les épaules ou de mains ensemble. Mais ce n'était pas un motif que consciemment j'avais voulu aborder, c'est juste quelque chose qui se présentait à moi et que j'ai beaucoup photographié. Et en fait, quand un enfant pose la main sur l'épaule de son ami, c'est toujours, on en parle, mais je dirais que c'est toujours le même geste, et pourtant le geste est toujours un peu différent, et c'est quelque chose de très fort et de très beau. Je voulais vous montrer une autre séquence qui est assez importante dans le livre, qui commence sur la page de gauche, où on voit cet enfant qui est en train de tomber sur un carton. Et on voit ce même enfant dans ce même carton. Et on le voit ici avec son ami. En fait, ces deux enfants, ils utilisaient ce carton comme une luge pour dévaler cette colline d'herbe. Ce que le lecteur ne sait pas, mais ce que vous saurez ce soir, c'est que juste derrière la colline, il y a le Mississippi. Dans Mystery Street, on ne voit jamais le Mississippi, on ne voit jamais l'eau. Et c'est quelque chose que j'ai voulu vraiment enlever parce que c'est aussi un des clichés qu'on a de la Nouvelle-Orléans. C'est une des choses qu'on relie à la Nouvelle-Orléans. Donc on ne voit pas le Mississippi, mais on voit finalement cette colline qui monte vers le Mississippi avant d'y redescendre. Et ces enfants qui jouent sur cette colline, et cette séquence, elle est très importante aussi parce que je pense qu'elle montre... Elle ne montre pas deux enfants qui jouent, elle montre plutôt la sensation de dévaler une colline sur un carton. Et c'est une séquence qui est, je pense, assez centrale dans le projet de Mystery Street. Et donc dans le livre, comme vous pouvez voir, encore une fois, on se balade de lieu en lieu. Là, on revient dans la cour de l'école, donc il y a vraiment des allers-retours qui s'opèrent entre les différents espaces géographiques et qui reflètent aussi un peu l'expérience que moi j'ai eue à la Nouvelle-Orléans parce que chaque journée était différente et je roulais en voiture dans la ville, j'allais dans le summer camp le matin, après je partais déjeuner, j'allais autre part. Il y avait une déambulation aussi qui s'opérait pour moi dans la ville et qui était aussi liée à la chance et à voir des lieux que je n'avais pas forcément prévu de photographier. C'est encore une image, je dirais, qui parle beaucoup plus. C'est une image qui est prise vraiment pendant le temps du jeu. C'est une espèce de papier, caillou, ciseaux où les enfants faisaient des jets sur leur tête et puis il fallait s'arrêter un moment. Et ils faisaient ce jeu tous les matins et pendant 2 mois, j'ai pris des photos de ce jeu et il n'y a aucune bonne image et il y a cette image qui est sortie et qui ne parle pas de ce jeu, qui parle tout à fait de quelque chose d'autre. Et du coup, pour moi, elle a valeur de montrer que quand le photographe passe du temps avec les gens avec qui il collabore, il y a des choses qui
qui paraissent insignifiantes à prime abord, où on se dit peut-être qu'elles ne valent pas le coup d'être photographiées, puis finalement peut-être que quelque chose va se passer à un moment. Il y a la séquence aussi de cet enfant qui porte un t-shirt rouge qui me plaît beaucoup, qui est prise aux abords d'un skatepark et qui, encore une fois, dans cette idée de séquence, montre à quel point 10 minutes qui se passent dans la vie réelle et 10 minutes où vous faites des images, si vous décidez de montrer une séquence de photographie, peut-être qu'à des moments, vous pouvez raconter beaucoup plus de l'expérience et de ce qu'est en train de vivre cet enfant que si vous aviez décidé, par exemple, de vous arrêter sur cette image en vous disant que c'était l'image forte, en montrant des images qui sont finalement moins fortes aussi et qui sont peut-être des temps morts, qui sont des temps plus insignifiants. Vous resituez en quelque sorte les choses et vous essayez... Vous essayez de vous décoller de cette envie peut-être que le photographe a inconsciemment de toujours isoler le moment parfait, de toujours trouver le moment qui ferait sens, qui serait l'addition totale de la demi-journée ou de la journée. Là, vous cassez ce moment. Cette photographie de droite, qui est aussi une de mes photographies favorite de la série, elle montre encore une fois comment là, la bâche verte dont je parlais, elle est quasiment partie vers le noir. Et pourtant, la lumière frappe sur la table et l'enfant porte un ensemble bleu et elle tend la main vers un ballon qui est bleu. Et la première fille, la fille qui est à l'avant-plan, elle semble lire quelque chose, mais d'un côté, sa feuille est blanche. Enfin, il y a plein de choses qui se passent dans cette image qui me plaisent beaucoup. Et cette image, je l'aime aussi beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de temps d'ennui dans ces journées. Et l'ennui fait vraiment partie de l'enfance et ces longues heures me l'ont rappelé. On arrive vers la fin du livre et vers une image qui a été un des plus beaux moments que j'ai vécu à la Nouvelle-Orléans, qui s'est passé le dernier jour avant mon départ, où on avait organisé une espèce de petite fête surprise pour les enfants dans cet endroit du parc. Et il y a eu un de ces orages complètement incroyables d'été de la Nouvelle-Orléans où la pluie se met à tomber soudainement pendant une demi-heure, mais le soleil est encore là. Et cet enfant, il avait ce t-shirt avec une éclipse de la lune sur le t-shirt. Enfin, encore une fois, je parlais des vêtements. Ça paraît anodin, mais finalement, si cet enfant portait un t-shirt noir, l'image, elle n'existerait pas, je pense. Donc c'est toujours, encore une fois, comment le réel a des choses à vous offrir et comment vous essayez d'être un réceptacle. Et donc le livre se termine encore une fois quasiment avec une autre photo d'Harlem, je pense qui est la dernière photo dans laquelle j'aimerais vous parler très brièvement, qui est, je pense, aussi très importante quand on parlait de la distance au sujet. Je ne sais pas si on la voit bien parce qu'elle est très sombre, mais néanmoins, elle montre en fait un temps à la fin de la journée où les deux adultes qui encadraient ce groupe d'enfants les rassemblaient en cercle et où la quinzaine d'enfants et les adultes récitaient une prière. Et pendant cette prière, tous les enfants mettaient la main sur la tête d'Harlem parce qu'il avait vraiment une tête ronde, trop mignonne. Et donc ce moment, moi je le voyais tous les jours, enfin j'en étais témoin tous les jours et il était tellement beau et tellement fort que j'arrivais jamais, soit j'arrivais pas à le photographier, soit j'avais pas la bonne distance pour le photographier, c'est-à-dire que les enfants ils étaient en cercle et moi j'étais en dehors du cercle. Et la dernière semaine, j'ai vraiment poussé et je me suis mis à l'intérieur du cercle et il y a cette photographie qui est sortie de ce moment-là et qui, encore une fois, je parle vraiment de communauté et de lien humain, de lien humain entre les enfants. Et ouais, je pense que c'est une belle image pour terminer de parler de ce livre.
Je voudrais te poser la question de la relure, en fait, de ce livre. J'ai le sentiment que tu as souhaité avoir quelque chose de très flexible et très, très fluide. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur ça ? Oui, bien sûr. J'ai évoqué la couverture au tout début de la conversation. Et la question de la couverture, elle est aussi liée à une question, à une question de fabrication. C'est est-ce que la couverture, elle est souple ou est-ce qu'elle est rigide, notamment. Et mon expérience à la Nouvelle-Orléans et le sujet même de Mystery Street, le temps de l'enfance et tout ce qui se passe dans ces images m'évoquait quelque chose, je dirais, de plutôt... encore une fois, d'organique, quelque chose ça ne va pas plaire au caméraman, mais quelque chose qu'on peut plier, quelque chose qui n'est pas dur, qui n'est pas figé, quelque chose qui est en mouvement. Merci beaucoup, Vasinta. Je pense que c'est le moment, il nous reste à peu près une dizaine de minutes. On va prendre 3 questions dans la salle et je vais vous passer le micro pour qu'on puisse enregistrer vos questions. Merci beaucoup. Je me posais la question de pourquoi la Nouvelle-Orléans. Alors, le principe du programme Immersion de la Fondation Hermès, c'est que lorsque vous êtes nominé en tant que photographe français, vous écrivez un pitch, donc l'idée du sujet que vous aimeriez réaliser aux États-Unis. Et en tant qu'artiste, c'est évidemment très difficile d'imaginer ce qu'on pourrait faire dans un territoire inconnu dans lequel on ne s'est jamais rendu. Donc moi, j'ai procédé en quelque sorte par élimination. Je savais que je ne voulais pas travailler dans une grande ville. Je savais que je ne voulais pas me déplacer parce que j'avais envie de prendre le mot immersion, je dirais, dans son sens littéral, c'est-à-dire d'être vraiment à un endroit et de rester à cet endroit et de ne pas en bouger. Et donc la Nouvelle-Orléans... c'est une ville, je crois que c'est la 55e ville des États-Unis en termes de taille. Donc c'est une ville qui reste à taille humaine, même si évidemment elle est très grande, elle est assez tentaculaire, mais ça reste une ville dans laquelle vous pouvez vous déplacer, dans laquelle vous n'avez pas le sentiment de vous perdre constamment. Et donc c'est une ville dans laquelle vous pouvez tisser des relations humaines aussi. Et je dirais également qu'évidemment la Nouvelle-Orléans, son histoire, sa situation actuelle, où va la ville dans le futur, elle était en quelque sorte un reflet, un écho, une métaphore à l'âge de ces enfants, qui sont tous des enfants donc, qui sont nés après Katrina. Donc il y a cette question de familles qui ont été évacuées de la Nouvelle-Orléans suite à l'ouragan et qui ont décidé néanmoins de revenir et qui ont décidé de faire des enfants dans cette ville. Et pourtant, cette ville va disparaître. Donc il y avait plein de choses qui m'ont guidé, je dirais, vers la Nouvelle-Orléans aussi inconsciemment, quoi. Enfin, c'était un choix multiple. On a eu le commentaire sur l'arrivée, le livre comme il existe aujourd'hui. Mais ce qui m'interroge toujours, c'est le processus d'arriver là, et notamment en passant par des étapes des maquettes. Et je suis curieuse pour ce travail et avec la matière brute de ces milliers d'images. Une question, réponse courte, c'est combien de maquettes il y a eu ou comment ça a évolué jusqu'à là? Je peux pas, j'ai arrêté de compter le nombre de maquettes parce que je suis très borderline vers la folie en ce qui concerne les maquettes. Donc généralement, Cécile, mon éditrice, à un moment me dit ça c'est la date butoir, mais jusqu'à la date butoir, à 23h59, je vais être en train d'imprimer et de réimprimer. Je travaille que avec des maquettes papier, ce qui est très important, je pense, à dire. C'est-à-dire qu'évidemment, vous utilisez l'ordinateur pour mettre en page les images, mais ensuite, vous imprimez, et justement, on parlait on est dans une soirée qui s'appelle le feuilletage, et il n'y a qu'en feuilletant la maquette, et donc en tournant les pages, que vous allez justement vous rendre compte de est-ce que la séquence, elle fonctionne, est-ce que cette image, elle n'est pas trop petite dans la page, est-ce qu'elle devrait être plus grande, est-ce que ces 2 images peut-être pourraient être en diptyque. Il n'y a qu'en imprimant des maquettes et en continuant d'imprimer des maquettes continuellement
qu'on peut espérer améliorer les choses. Néanmoins, c'est un processus sans fin. Vous pourriez faire la même maquette jusqu'au bout de votre vie et essayer de vous dire que vous allez l'améliorer. Est-ce que le récit a évolué aussi ou c'était une question d'affiner la façon de raconter? Je pense que ce qui guide la maquette et les choix, par exemple, des images dans le livre, c'est principalement pour moi le séquençage, c'est-à-dire que ce n'est pas si difficile pour moi, en l'occurrence dans le cadre de Mystery Street, de passer de 3000 images qui ont été réalisées à la Nouvelle-Orléans à 75 photographies qui composent ce livre. Ce qui est difficile, c'est l'ordre dans lequel ces 75 photographies arrivent, parce que le livre pourrait raconter totalement autre chose avec les mêmes 75 photographies si elles étaient séquencées différemment. Et c'est ça qui est assez vertigineux finalement, et c'est la question de ce qu'on appellerait le montage dans le langage du cinéma. C'est le montage et le séquençage des images qui est très complexe parce qu'il recèle beaucoup de possibilités finalement. Je voulais savoir si ça avait été facile de se sortir de tout un imaginaire de la photographie américaine, notamment beaucoup véhiculé par le livre, et notamment de la représentation de la rue, de l'enfant. Est-ce que ça a été une lutte tout au long du processus photographique ou du livre, ou finalement c'était loin pour vous? Je pense que c'est un peu un mélange des deux, parce que quand vous êtes photographe, effectivement, et que vous photographiez aux États-Unis, et c'était la première fois pour moi, vous voyez constamment, en marchant, des images que les autres ont fait, quoi. Vous voyez des images d'Eggleston, vous voyez des images de Robert Frank, d'Hélène Lévy, de Walker Evans, de Dave If, qui a beaucoup travaillé sur l'enfance, qui est un photographe que j'aime beaucoup, qui a beaucoup compté pour moi également. Donc il y a toutes ces références qui vous assaillent de toutes parts. Et je pense que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir rester longtemps à la Nouvelle-Orléans, parce que le premier mois de résidence sur place, j'ai quasiment pas fait d'images, parce qu'il y avait, la prise de contact avec les enfants, les familles, etc., qui était longue et pas facile. Et deux, dépasser l'exotisme qui, à prime abord, il est là, parce qu'en fait, c'est pas votre environnement, c'est pas votre culture, c'est pas votre langage. Et donc, ce qui vous frappe à premier abord, évidemment, c'est des choses finalement qui sont un peu évidentes, et c'est pas forcément des choses que vous avez envie, vous, de refotographier, parce qu'il y aurait peu d'intérêt à le faire, à part pour ma barrière blanche.